Comme je le disais dans la partie précédente du cours, l'évolution a fait en sorte que deux types de gamètes reproducteurs se sont répandus dans la nature. Les gamètes femelles qui sont gros et nourriciers et les gamètes mâles qui sont de petits exploiteurs de gamètes femelles. On qualifie de sexuées les espèces dans lesquelles chaque organisme produit un seul type de gamètes comme l'espèce humaine. Le nombre de mâles et le nombre de femelles restent à peu près égal dans les espèces sexuées, même si les mâles sont capables de se reproduire avec plusieurs femelles à la fois. Comment ça se fait? Dawkins l'explique en gros de la manière suivante. La réplication des gènes suppose non seulement de se reproduire, mais aussi de faire des petits qui vont à leur tour se reproduire pour que la réplication des gènes continue. Or, des organismes qui auraient eu une prédisposition génétique à avoir surtout ou seulement des filles n'auraient pas eu de succès dans la sélection naturelle. Des gènes qui programment ainsi les organismes ne se seraient pas répandus parce que si le nombre de femelles augmentait, ça aurait pour effet que les mâles seraient plus en demande pour la reproduction, ce qui donnerait un avantage aux parents qui engendrent des mâles. Leurs gènes se transmettraient à un grand nombre de petits-enfants, et ceux-ci seraient alors nombreux à être génétiquement programmés pour avoir des enfants mâles. En comparaison, ceux qui auraient eu seulement des enfants femelles auraient seulement un petit nombre de petits-enfants qui partagent leur prédisposition à avoir seulement des filles. Ça rejoint l'idée sur laquelle Dawkins insiste, pas nécessairement dans le gène égoïsme, mais en général. La nature n'est pas le résultat d'un design pensé par un être intelligent. Elle est le résultat d'une évolution non dirigée dans laquelle ce qui fonctionne juste assez bien pour continuer persiste, alors que ce qui ne fonctionne pas disparaît. On ne voit pas pourquoi un designer intelligent créerait autant de mâles que de femelles dans des espèces où la majorité des mâles sont inutiles pour la reproduction, comme chez les éléphants de mer, que Dawkins donne comme exemple. Il qualifie, toujours au sens métaphorique, les mâles qui ne sont pas maîtres de harem chez les éléphants de mer de parasites sociaux. Ces mâles-là, ils se nourrissent autant que les autres, ils utilisent des ressources sans jamais avoir la chance de copuler, sans jamais participer à la reproduction. C'est pas utile si on regarde ça comme si c'était l'œuvre d'une sorte d'ingénieur céleste, pour reprendre une expression de Dawkins dans God Delusion. Mais du point de vue de la théorie de l'évolution et de la programmation génétique, on comprend pourquoi c'est resté comme ça. Les animaux sexués sont donc, y compris les humains, des machines à survie pour les gènes qui produisent des gamètes sexuelles d'un type ou de l'autre. Il y a des différences entre les sexes parce que la bonne façon d'agir pour assurer la réplication des gènes, et je vous rappelle que les gènes programment leur machine à survie pour atteindre pour qu'ils agissent de façon à atteindre cette finalité-là. Bref, les bonnes façons d'agir sont différentes selon le sexe de l'organisme. Chaque machine à survie veut que la réplication de ces gènes se poursuive, et chaque machine à survie a intérêt à ce que son partenaire sexuel investisse plus que sa part dans l'éducation des petits, parce que ça le laisse libre de faire d'autres petits avec d'autres partenaires. Mais ça, c'est plus difficile à réaliser pour la femelle, puisqu'elle fournit en fait les gamètes nourriciers
C'est elle qui en produit le moins et c'est elle qui perd le plus si le petit meurt, étant donné qu'elle produit moins de gamètes. Alors, si la femelle abandonne le petit au mâle, ce dernier peut, à un relativement faible coût, abandonner à son tour le petit pour aller en faire d'autres. L'évolution fait en sorte que les mâles s'occupent moins des petits et cherchent des femelles différentes. Mais c'est seulement intéressant pour le mâle d'abandonner la femelle si elle a des chances raisonnables d'élever les petits toute seule. Ce qui explique que la participation du père aux soins des petits, à l'éducation des petits, toujours au sens où Dawkins l'entend, ben ça existe dans plusieurs espèces. Dawkins écrit « La femelle peut être en mesure de marchander avant de copuler. Une fois qu'elle a copulé, elle a joué son joker. Elle a livré son ovocyte au mâle. » C'est bien joli de parler de marchandage, mais nous savons très bien que cela ne se passe pas ainsi en réalité. Y a-t-il quelque chose d'équivalent à passer un marché dont l'évolution se soit faite par sélection naturelle? J'envisagerai deux possibilités, appelées la stratégie du bonheur conjugal et la stratégie du mâle dominant. Dawkins a aussi écrit « À cause de la différence fondamentale existant entre la taille et le nombre de spermatozoïdes et des ovocytes, les mâles ont en général plus de probabilité de s'orienter vers la promiscuité et le manque d'instinct paternel. Les femelles ont deux réponses ou contre-stratégies à leur disposition que j'ai qualifiées de stratégie du bonheur conjugal et du mâle dominant. Les circonstances écologiques font une différence. » Alors Dawkins, on vient de le voir dans ces deux passages, va distinguer deux types de stratégies en ce qui concerne l'attitude des femelles. Et ici, je mets des guillemets parce que souvenez-vous que le mot stratégie, comme plusieurs autres mots, dans le gène égoïste, il est utilisé au sens métaphorique. On ne suppose pas que les animaux élaborent consciemment un plan à long terme, ni qu'ils passent des ententes en étant conscients de leurs engagements et de ceux de l'autre. Ça, c'est évident que ça existe chez les humains. Et les différentes façons qu'on peut avoir de concevoir le mariage et la famille en sont des exemples. Mais Dawkins ne suppose pas ça chez les autres animaux. On a pu le comprendre avec la première des deux citations que je viens de lire. Dawkins est clair à l'effet que le marchandage à proprement parler, ça n'existe pas dans la nature. Voici en quoi consiste la stratégie du bonheur conjugal. Donc la première des deux stratégies, le bonheur conjugal, la femelle cherche des signes de fidélité chez le mâle et pour ce faire, elle se laisse désirer longtemps. La patience du mâle est un signe de fidélité. Et dans les espèces concernées par la stratégie du bonheur conjugal, les pères sont impliqués dans l'éducation des enfants. Même si Dawkins précise que c'est la norme quand même, aussi bien chez les mammifères que chez les oiseaux, que les pères soient moins investis que les mères, plus enclins à abandonner femmes et enfants. Dans les espèces concernées par la stratégie du mâle dominant maintenant, la femelle ne cherche pas un mâle fidèle, mais un mâle avec les meilleurs gènes possibles. Et ça suppose des signes extérieurs que les mâles sont porteurs de bons gènes. Et ça fait en sorte que les femelles vont toutes préférer les mêmes mâles, parce qu'elles disposent toutes des mêmes informations. Et ça fait en sorte que seule une minorité de mâles copulent. Et chacun d'entre eux copule avec plusieurs femelles. Et en dehors de cette minorité de chanceux, un bon nombre de mâles copulent peu ou pas du tout. Dawkins fait valoir aussi que dans un contexte où les mâles sont en compétition pour faire partie de la minorité de chanceux qui copulent régulièrement avec différentes femelles,
Un élément recherché par les femelles va être le sex appeal lui-même. Si une femelle a des fils avec un mâle attirant, ben ses fils ont des chances d'être attirants eux aussi, ce qui fait en sorte que la mère va avoir des nombreux petits-enfants, ces gènes vont continuer de se répliquer. Alors Dawkins résume son chapitre intitulé La bataille des sexes dans le paragraphe suivant. Pour résumer ce chapitre, les différents types de systèmes de reproduction que nous pouvons trouver chez les animaux, la monogamie, la promiscuité, les harems, etc., peuvent être jusqu'ici interprétés en termes de conflit d'intérêts entre mâles et femelles. Les individus des deux sexes veulent optimiser leur capacité reproductrice de leur vivant. À cause de la différence fondamentale existant entre la taille et le nombre des spermatozoïdes et des ovocytes, les mâles ont en général plus de probabilité de s'orienter vers la promiscuité et le manque d'instinct paternel. Les femelles ont deux réponses contre-stratégies à leur disposition que j'ai qualifiées de stratégie du bonheur conjugal et du mâle dominant. Les circonstances écologiques dans lesquelles se trouve une femelle, dans lesquelles se trouve une espèce, détermineront le choix des femelles en faveur de l'une ou l'autre, ainsi que la manière dont les mâles y répondront. En pratique, on peut trouver toutes les situations intermédiaires entre le mâle dominant et le bonheur conjugal, et comme nous l'avons vu, il y a des espèces dans lesquelles le père se consacre encore plus que la mère à l'élevage des petits. Le but de ce livre n'est pas de décrire les comportements d'espèces particulières, aussi ne vais-je pas parler de ce qui prédispose une espèce à se tourner vers telle ou telle forme de système de reproduction. Je vais plutôt parler des différences que l'on observe couramment entre les mâles et les femelles en général et montrer comment on peut les interpréter. Je ne vais donc pas m'étendre sur les espèces chez lesquelles ces différences sont subtiles, puisque ce sont en général celles qui ont choisi la stratégie du bonheur conjugal. Alors effectivement, Dawkins mentionne une série de différences couramment observées entre mâles et femelles. Premièrement, les mâles ont davantage besoin d'être attirants. Les femelles fournissent les ovocytes qui sont rares, beaucoup plus rares que les spermatozoïdes. Elles ont des bonnes chances que leurs ovocytes soient fécondés sans avoir besoin d'être attirantes. Alors que l'abondance de spermatozoïdes fait en sorte que les mâles ont besoin d'être attirants pour les femelles. Ce qu'ils ont à offrir est moins rare. Deuxièmement, les femelles sont plus exigeantes que les mâles en ce qui concerne leurs partenaires et les mâles sont plus hétérogènes. En fait, il ne peut pas y avoir excès de partenaires pour un mâle. Là, on parle d'un point de vue biologique et en ce qui concerne la reproduction. Une femelle n'a pas le même intérêt qu'un mâle en ce qui concerne la réplication de ses gènes à copuler le plus souvent possible et avec le plus de partenaires possible. Elle a plutôt intérêt à bien choisir ses partenaires, étant donné que ses gamètes, les ovocytes, elle en a moins, donc elle doit en faire bon usage. Bon, finalement, comme dans la plupart des chapitres de son livre, Dawkins dit quelques mots spécifiquement sur les humains. Il écrit ceci. Je n'ai pas parlé explicitement de l'homme, mais inévitablement, lorsque nous parlons d'arguments évolutionnaires comme ceux qui se trouvent dans ce chapitre, nous ne pouvons nous empêcher de penser à notre propre espèce et à nos propres expériences. La notion de femelle reculant la copulation jusqu'à ce qu'un mâle fasse la preuve d'une fidélité à long terme fait jouer la corde sensible. Cela pourrait suggérer que les femelles humaines préfèrent jouer la stratégie du bonheur conjugal plutôt que celle du mâle dominant. De nombreuses sociétés humaines sont évidemment monogames.
Dans notre propre société, l'investissement parental des deux parents est important et pas si déséquilibré que cela. Évidemment, les mères en font directement plus pour leurs enfants que les pères, mais les pères travaillent souvent dur dans un sens plus indirect pour fournir les biens matériels destinés aux enfants. D'autre part, certaines sociétés humaines sont hétérogènes et beaucoup ont pour base le harem. Ce que cette variété étonnante suggère, c'est que la façon de vivre de l'homme est beaucoup plus largement déterminée par la culture que par les gènes. Toutefois, il est encore possible que les mâles humains en général aient une tendance à l'hétérogénéité et les femelles humaines à la monogamie, comme nous le prévoyons en nous basant sur des arguments évolutionnaires. Laquelle de ces deux tendances l'emporte dans certaines sociétés dépend des circonstances culturelles, de la même manière que chez les animaux, elle dépend des circonstances écologiques. Alors, on comprend encore une fois que Dawkins ne suggère d'aucune manière de se baser sur la théorie de l'évolution, ni plus largement sur la biologie, pour établir des systèmes éthiques et politiques. Et ça demeure vrai en ce qui concerne notre façon de concevoir et de régir les relations sexuelles, amoureuses et familiales. C'est souvent arrivé, et ça arrive souvent encore, que des gens invoquent le comportement des animaux pour établir qu'un mode de vie ou un autre s'impose comme le meilleur pour les humains parce qu'il serait celui que la nature a établi. Il y en a qui justifient la polygamie. En fait, il y a surtout des hommes qui justifient la polygynie, c'est-à-dire le fait pour un homme d'avoir plusieurs compagnes, en invoquant qu'elle existe chez les animaux. Les hommes qui donnent cet argument-là négligent souvent deux choses. Premièrement, que c'est seulement chez certains animaux que c'est comme ça et qu'il faudrait encore prouver que c'est ce qui est naturel pour notre espèce en particulier. Et deuxièmement, que ça veut dire que certains mâles ont plusieurs compagnes, mais qu'il y en a beaucoup d'autres qui n'en ont aucune. Dans les espèces polygames, comme les éléphants de mer, c'est effectivement comme ça que ça se passe. Pour un mâle qui a un harem, vous en avez plusieurs qui ne copulent jamais. J'ai comme un soupçon que les hommes qui défendent la polygamie supposent qu'eux-mêmes feraient partie des chanceux qui ont plusieurs compagnes. Mais peut-être bien qu'ils feraient plutôt partie de ceux qui n'en ont pas du tout. Et par ailleurs, d'autres personnes vont invoquer le fait que certains animaux vivent en couple passablement fidèles, voire entièrement fidèles, pour justifier le mariage monogame en le présentant comme ce qui s'impose naturellement, ce qui n'est pas plus valable. Encore là, c'est seulement certains animaux qui se caractérisent comme ça, pas tous. Il faudrait prouver que c'est ce qui est naturel pour notre espèce en particulier. Et même si on prouvait que l'une ou l'autre, soit la polygamie ou la monogamie, est naturelle pour notre espèce, ça ne dirait toujours pas si elle est moralement préférable. Dawkins, lui, il ne cherche pas à justifier moralement ni la polygamie, ni la monogamie, ni un autre système dans son livre. Il réitère tout simplement que l'humain est un être culturel. C'est inutile de chercher la façon d'agir, le mode d'organisation qui serait naturel pour nous parce que de toute façon, nous ne sommes pas strictement des êtres biologiques. Nous sommes aussi des êtres culturels. Les bonnes façons d'organiser la société dépendent de plusieurs facteurs et on est obligé de faire des choix de société. Dawkins n'est pas de ceux qui suggèrent de demander à la nature de choisir à notre place. Alors, pour résumer, pour revenir au sujet principal, quelle est la conception de l'être humain qui ressort du gène égoïste? Nous sommes des machines à survie pour les gènes et pour les mèmes, ce qui veut dire que nous sommes programmés par les gènes et par les mèmes.
Nous nous caractérisons par un certain degré d'altruisme, par la sexuation et par une longue période d'éducation des petits, dans laquelle les mâles et les femelles sont impliqués. Prochainement, je vais parler du chapitre du gène égoïste qui porte spécifiquement sur les mêmes.